Bonsoir, vous nous regardez et bienvenue au journal télévisé de la troisième chaîne de télévision française. Je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 23 mai, vendredi. Bonjour. L'article de CNN intitulé « House Republicans Trump Agenda Bill, projet de loi sur l'agenda Trump des républicains de la Chambre » décrit les efforts déployés par les républicains de la Chambre pour faire avancer un vaste ensemble de mesures législatives, connues sous le nom de « One Big Beautiful Bill Act ». Ce projet de loi vise à mettre en œuvre des éléments clés du programme de l'ancien président Donald Trump, notamment des réductions d'impôts, des conditions de travail pour Medicaid et une augmentation des dépenses de défense. Cependant, il a rencontré d'importantes difficultés au sein du Parti républicain, ce qui a donné lieu à d'intenses négociations et à une adoption serrée à la Chambre. Ce projet de loi comprend des dispositions telles que la prolongation des réductions d'impôts de 2017 arrivant à expiration, l'imposition de nouvelles conditions de travail pour Medicaid, la suppression des crédits d'impôt pour les énergies propres de la loi de réduction de l'inflation du président Biden, l'augmentation des déductions fiscales au niveau des États et des collectivités locales, et l'augmentation des dépenses de défense, tout en instaurant d'importantes coupes dans les dépenses sociales. Malgré ces efforts, le sort du projet de loi au Sénat reste incertain en raison de conflits concernant son impact sur les énergies propres et la santé. Les démocrates critiquent ce projet de loi, le qualifiant d'irresponsable sur le plan budgétaire et de préjudiciable à la classe ouvrière américaine, évoquant une augmentation potentielle de la dette nationale de 2300 milliards de dollars sur 10 ans. L'adoption du projet de loi par la Chambre des représentants représente une victoire significative pour le président de la Chambre, Mike Johnson, et le président Trump, mais la voie à suivre reste semée d'embûches. La réponse du Sénat au projet de loi sera déterminante pour son sort final. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le diplomate belge Gérard Goossens prononcera un discours d'un représentant et d'un des principaux journalistes sur le rôle crucial des paiements belges dans les plans tarifaires à 9,4%. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Dans ce reportage, le diplomate belge Gérard Goossens s'est penché sur le rôle crucial de la Belgique dans le commerce mondial et sur la relation complexe entre politique tarifaire et taux de change. Située au cœur de l'Europe, la Belgique joue un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre des réglementations commerciales de l'UE. Fort de sa forte économie exportatrice et de son statut de plateforme logistique, le pays est fortement impacté par toute modification des tarifs douaniers internationaux et par les fluctuations de la valeur de l'euro. Le rapport examine comment la dépendance de la Belgique aux marchés extérieurs, notamment pour des secteurs comme les machines, la chimie et les produits pharmaceutiques, la rend vulnérable aux variations des tarifs douaniers mondiaux. Un accent particulier est mis sur le récent taux de change de 9,4%, qui influence la compétitivité des exportations belges. Dans les récentes discussions sur le commerce international et les plans tarifaires, la Belgique joue un rôle crucial, notamment en raison de sa position au sein de l'Union européenne et de ses politiques économiques. L'importance stratégique de la Belgique sur le marché mondial peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont son infrastructure hautement développée, son rôle de plaque tournante logistique et son statut de l'un des plus grands exportateurs d'Europe. En examinant le contexte actuel des plans tarifaires et des fluctuations des taux de change, la position économique de la Belgique devient encore plus significative. L'économie belge a toujours été profondément liée aux marchés mondiaux en raison de sa nature ouverte, le commerce extérieur représentant une portion importante de son PIB. La Belgique, en tant que membre fondateur de l'UE, a été un acteur central dans l'élaboration des cadres tarifaires et des politiques au sein de l'Union européenne. Ces politiques, bien que parfois controversées, sont conçues pour favoriser le commerce interne, stabiliser les économies et protéger les industries nationales de la volatilité des marchés extérieurs. Cependant, ces efforts peuvent également introduire des défis, en particulier lorsque les taux de tarifs changent, créant des effets d'entraînement dans divers secteurs de l'économie. Un des principaux facteurs influençant le rôle de la Belgique dans les plans tarifaires est ses relations commerciales avec les pays européens et non européens. Alors que l'UE continue de négocier et de réviser ses accords commerciaux externes, la Belgique se trouve en première ligne pour mettre en œuvre ses politiques. Le rôle majeur de la Belgique en tant qu'exportateur de biens tels que des machines, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques signifie que tout changement dans les structures tarifaires, qu'il s'agisse d'une hausse ou d'une réduction des tarifs, peut avoir un impact direct sur son économie d'exportat. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'on considère les fluctuations des taux de change, en particulier avec les ajustements et défis continus sur les marchés financiers mondiaux.
Le taux de change de la Belgique est un autre élément essentiel pour comprendre comment les plans tarifaires et les accords internationaux affecteront son économie. Le pays fait partie de la zone euro, ce qui signifie qu'il utilise l'euro, comme monnaie. Cela garantit que ces taux de change sont fortement influencés par les politiques plus larges de la zone euro. Récemment, les taux de change ont connu une certaine volatilité, l'euro fluctuant par rapport à d'autres grandes monnaies comme le dollar américain, la livre sterling et le yen japonais. La Belgique, en raison de sa position de partenaire commercial majeur au sein de la zone euro, est fortement affectée par ces fluctuations. Le taux de change, en particulier lorsqu'il atteint un taux de 9,4% par rapport à d'autres grandes monnaies mondiales, influence la manière dont les biens belges sont pris sur le marché international. Un taux de change favorable pour la Belgique signifie que ses exportations deviennent plus compétitives, les acheteurs étrangers trouvant plus avantageux d'acheter des biens libellés en euros. Inversement, un taux de change défavorable peut rendre les exportations belges plus chères, réduisant potentiellement la demande des acheteurs internationaux. Cela crée un équilibre délicat pour la Belgique, car sa dépendance au commerce international nécessite de maintenir un taux de change compétitif pour assurer la santé de son économie d'exportation. Le gouvernement belge et ses institutions financières surveillent de près les tendances des taux de change, notamment lorsqu'il s'agit des implications économiques des ajustements tarifaires. Les changements de tarifs sur les biens belges dans les grands marchés mondiaux, tels que les États-Unis ou la Chine, entraînent souvent des changements dans les taux de change, et la Belgique doit s'adapter en conséquence. Par exemple, lorsque les tarifs sur les biens belges sont augmentés sur les marchés hors UE, la demande pour ces biens pourrait diminuer. Dans de tels cas, le gouvernement belge pourrait devoir envisager des politiques visant à stabiliser sa monnaie, réduisant ainsi les effets des fluctuations des taux de change. En même temps, la participation de la Belgique à la politique monétaire européenne signifie qu'elle ne peut pas agir de manière indépendante pour ajuster son taux de change, car les politiques collectives de la zone euro gouvernent la valeur de la monnaie. De plus, le rôle de la Belgique en tant que centre logistique et de distribution pour le commerce européen amplifie l'importance des plans tarifaires et les taux de change. Le pays accueille de nombreuses entreprises et industries internationales qui dépendent fortement des routes de transport efficaces pour acheminer les marchandises vers le marché. Anvers, l'un des ports les plus fréquentés au monde, sert de point d'entrée et de sortie pour les biens dans l'Union européenne, ce qui rend les taux de tarifs et les politiques de taux de change particulièrement impactants pour les opérations belges. Toute perturbation du flux fluide des marchandises en raison de nouveaux tarifs ou de changements dans la valeur de la monnaie peut avoir des conséquences graves non seulement pour l'économie belge, mais aussi pour le marché européen dans son ensemble. En conclusion, la position de la Belgique dans le commerce international, combinée à sa dépendance à un taux de change stable et compétitif, garantit que les plans tarifaires et le taux de change de 9,4% jouent un rôle clé dans l'avenir économique du pays. Avec l'économie belge fortement liée au commerce mondial, toute modification des structures tarifaires ou des changements dans le taux de change nécessite une adaptation rapide. Le gouvernement belge, aux côtés des décideurs européens, doit rester vigilant pour garantir que les intérêts économiques du pays sont protégés tout en naviguant dans les défis d'un marché mondial volatile. À mesure que l'UE continue de peaufiner ses accords commerciaux, le rôle de la Belgique restera essentiel pour garantir que les économies nationales et européennes restent résilientes face à ces changements. À travers ces entretiens avec des économistes, des experts du commerce et des décideurs politiques, nous examinons comment la Belgique relève ces défis, en conciliant la nécessité de protéger ses intérêts économiques et de rester intégrée aux marchés européens et mondiaux. L'article souligne le rôle vital des ports et des routes commerciales belges, notamment celui d'Anvers, et les répercussions des mutations économiques mondiales sur les industries du pays. Face à l'évolution constante des accords commerciaux de l'UE, la Belgique doit rester adaptable pour assurer sa pérennité face à un contexte mondial en constante évolution. Chaîne de télévision française 3, journal télévisé. Déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur son rapport relatif à la mise en œuvre de la résolution 79-226e de l'Assemblée générale relative à l'examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, prononcée lors de la 17e réunion du Conseil économique et social, le premier jour du débat sur les activités opérationnelles de développement de 2025, OEA, dans le cadre de l'ONU 80 et de l'urgence du développement, réforme, diminution des ressources et actions, chef de l'ONU.
Deuxièmement, nous continuerons d'adapter nos opérations aux besoins et aux priorités des pays hôtes. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. L'année dernière, les coordonnatrices et coordonnateurs résidents ont apporté un appui concret dans plus de 160 pays. Le travail mené dans les entités du système et avec les gouvernements gagne chaque année en intégration et en coordination. 87% des pays hôtes, et 83% des pays donateurs, considèrent que les entités des Nations Unies collaborent plus qu'avant la réforme. Et 98% des pays hôtes estiment que les activités de l'ONU prévues dans nos plans cadres de coopération concordent bien ou très bien avec les priorités nationales. Les faits sont là. Le système redynamisé des coordonnatrices et coordonnateurs résidents que nous avons mis en place ensemble est en passe de devenir un outil encore plus efficace au service du développement, tant pour les populations que pour la planète. À cet égard, il réunit les partenaires pour définir l'action à mener et trouver des solutions financières visant à accélérer le développement. Il accompagne les pays dans les domaines du financement, de la collecte de données, de la réglementation, du commerce et de la croissance économique durable. Et il cherche continuellement à faire des économies, à innover, à faire respecter le principe de responsabilité et à encourager les progrès dans tous les aspects de notre action commune. Nous sommes profondément fiers de ce que nous faisons, et nous continuerons sur notre lancée tout en préservant les acquis. Nous pouvons faire mieux, nous le savons. Et nous le ferons. Malgré l'adhésion que suscite notre action, le rapport fait apparaître un contraste inquiétant entre les priorités fixées dans nos plans cadres de coopération et les moyens opérationnels et financiers et les outils de gouvernance qui permettent de les concrétiser. En outre, le cadre de gestion et de responsabilité, établi pour renforcer la responsabilité dans l'action collective des Nations Unies, n'est pas appliqué de manière uniforme dans toutes les entités du système. Notre bureau chargé des évaluations dans le système pour le développement, récemment établi, rédige actuellement son premier rapport indépendant, qu'il présentera au Conseil économique et social cette année, et poursuivra son action pour favoriser la définition des responsabilités, concourir à l'amélioration des résultats et faire en sorte que la présence et les programmes des Nations Unies soient mieux adaptés aux besoins de chaque pays. Je demande à tous les États membres d'appuyer ce travail essentiel. Troisièmement, le financement. Je suis très préoccupé par la situation financière du système. Excellences, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie de prendre part à cette manifestation de premier plan en cette année importante. L'Organisation des Nations Unies fête cette année ses 80 ans. Mais cet anniversaire est tempéré par une réalité dure et indéniable, qui transparaît à chaque page du rapport que je présente aujourd'hui. À moins de 5 ans de l'échéance de 2030, nous sommes face à une véritable crise du développement. La réalisation des objectifs de développement durable accuse un retard alarmant. Et certains des gains durement acquis ces dernières années risquent d'être réduits à néant. Face à la pauvreté, à la faim, aux inégalités, à la crise climatique, aux infrastructures en déclin et au manque de ressources dans l'éducation et la protection sociale, les progrès demeurent trop lents. Il ne faut pas perdre de vue qu'une crise du développement est, avant tout, une crise humaine. La vie et l'avenir de millions de personnes sont en jeu. Cette crise du développement est aussi une crise du financement. Dans tous les secteurs, les ressources se réduisent comme peau de chagrin, et ce depuis un certain temps. Ainsi, comme indiqué dans mon rapport, les contributions financières versées en 2023 au système des Nations Unies pour le développement ont chuté de 9 milliards de dollars US, soit 16%, par rapport à l'année précédente. On peut imaginer les chiffres de 2024 en tenant compte de ce que nous avons constaté dans les décisions récentes. Notre organisation est de plus en plus appelée à faire plus avec moins, et cela ne devrait pas changer de sitôt.
Cette année, plusieurs bailleurs de fonds mettent un coup de frein sans précédent à leurs engagements en matière d'aide sur le terrain. Cela étant, le rapport que nous examinons aujourd'hui est également porteur d'un vrai message d'espoir. Cet espoir repose sur plusieurs éléments. Sur les progrès que nous avons accomplis ensemble dans la réforme et le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, le rendant plus efficace et plus économique. Sur l'initiative ONU 80, qui, dans le prolongement de ces réformes, induira les changements dont nous avons besoin à travers l'ensemble du système pour une organisation plus efficace, plus cohésive et plus efficiente. Sur l'appui résolu que vous continuez de manifester à nos coordonnatrices et coordonnateurs résidents et à nos équipes de pays, et sur votre détermination à travailler à leur côté dans un esprit de collaboration. Et sur le potentiel qui réside dans le potentiel du pacte pour l'avenir d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable, un pacte qui a fait l'objet d'un consensus lors du sommet de l'avenir. Deuxièmement, nous continuerons d'adapter nos opérations aux besoins et aux priorités des pays hôtes. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. L'année dernière, les coordonnatrices et coordonnateurs résidents ont apporté un appui concret dans plus de 160 pays. Le travail mené dans les entités du système et avec les gouvernements gagne chaque année en intégration et en coordination. 87% des pays hôtes, et 83% des pays donateurs, considèrent que les entités des Nations Unies collaborent plus qu'avant la réforme. Et 98% des pays hôtes estiment que les activités de l'ONU prévues dans nos plans cadres de coopération concordent bien ou très bien avec les priorités nationales. Les faits sont là. Le système redynamisé des coordonnatrices et coordonnateurs résidents que nous avons mis en place ensemble est en passe de devenir un outil encore plus efficace au service du développement, tant pour les populations que pour la planète. À cet égard, il réunit les partenaires pour définir l'action à mener et trouver des solutions financières visant à accélérer le développement. Il accompagne les pays dans les domaines du financement, de la collecte de données, de la réglementation, du commerce et de la croissance économique durable. Et il cherche continuellement à faire des économies, à innover, à faire respecter le principe de responsabilité et à encourager les progrès dans tous les aspects de notre action commune. Nous sommes profondément fiers de ce que nous faisons, et nous continuerons sur notre lancée tout en préservant les acquis. Nous pouvons faire mieux, nous le savons. Et nous le ferons. Malgré l'adhésion que suscite notre action, le rapport fait apparaître un contraste inquiétant entre les priorités fixées dans nos plans cadres de coopération et les moyens opérationnels et financiers et les outils de gouvernance qui permettent de les concrétiser. En outre, le cadre de gestion et de responsabilité, établi pour renforcer la responsabilité dans l'action collective des Nations Unies, n'est pas appliqué de manière uniforme dans toutes les entités du système. Notre bureau chargé des évaluations dans le système pour le développement, récemment établi, rédige actuellement son premier rapport indépendant, qu'il présentera au Conseil économique et social cette année, et poursuivra son action pour favoriser la définition des responsabilités, concourir à l'amélioration des résultats et faire en sorte que la présence et les programmes des Nations Unies soient mieux adaptés aux besoins de chaque pays. Je demande à tous les États membres d'appuyer ce travail essentiel. Troisièmement, le financement. Je suis très préoccupé par la situation financière du système, en consacrant une plus grande partie de nos ressources aux programmes de développement plutôt qu'aux coûts administratifs. En procédant à un examen rigoureux de l'exécution des mandats qui nous sont confiés par les États membres, et dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années.
et en menant un examen stratégique des changements plus profonds et plus structurels ainsi qu'un réalignement des programmes au sein du système des Nations Unies. L'initiative ONU 80 n'est pas une réponse aux coupes budgétaires mondiales, mais une réponse aux besoins mondiaux, aux besoins des populations du monde entier, à la nécessité de faire en sorte que ces personnes soient soutenues comme il se doit, à travers des programmes adaptés au contexte national, et à l'impératif de travailler de façon aussi efficace, rationnelle et utile que possible. Là encore, nous aurons besoin de l'appui de tous les États membres pour rendre nos activités plus efficientes. Excellences, Mesdames et Messieurs, alors que nous poursuivons ce chemin de réforme et de renouveau, nous devons garder à l'esprit le plus important. Celles et ceux qui, dans le monde entier, comptent sur nous. Le rapport que nous examinons aujourd'hui ne se limite pas aux chiffres. Le rapport concerne les services et l'aide que nous apportons à certaines des personnes et des communautés les plus vulnérables et défavorisées de la planète. Il concerne les contribuables du monde entier, dont le dur labeur finance notre important travail. Il concerne notre capacité à mieux répondre aux attentes des États membres et agir conformément aux priorités de chaque pays. Et il concerne notre quête constante d'efficacité, d'efficience et de responsabilité, tout en restant fidèles aux valeurs fondamentales qui nous animent depuis le tout début. Continuons d'œuvrer dans l'unité et la solidarité pour construire une ONU encore plus forte et encore plus efficace, prête à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Une ONU adaptée à sa mission et prête à agir. Nous comptons sur le plein soutien des États membres pour continuer à aller de l'avant. Je vous remercie. Through a strategic review of deeper, more structural changes and program realignment in the UN system. UNAT is not about responding to global cuts. It's about responding to global needs, the needs of people around the world. They need to ensure that we support them in the right way, with the right programs and country configurations. And the need to be as efficient, streamlined, and impactful as we can be. Here again, we need support of member states to make sure our activities are more efficient. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as we continue on this road to reform, we need to bear in mind what is most important. And that is those people around the world who are counting on us. The report we're considering today is not limited to just numbers. It deals with the services and assistance we provide to people and communities which are the most vulnerable, the most disadvantaged the world over, and has to do with the people throughout the world whose labor finances our work. It also deals with our capacity to meet the expectations of member states and act in accordance with the priorities of each country. It also has to do with our constant quest for efficiencies and effectiveness and responsibility, whilst remaining loyal to the fundamental values we've had since the very beginning. So let's work together, shoulder to shoulder, to build better and more effectively, rising to the challenges of today and tomorrow. We need to adapt ourselves to our mission, we need to be ready to act, and we count on the full support of member states to continue moving forward. I thank you. L'article de CNN intitulé « Négociations en cours ». Les républicains de la Chambre des représentants poussent pour le projet de loi de Trump, examinent les efforts déployés par les républicains de la Chambre des représentants pour faire avancer un vaste ensemble de mesures législatives, connues sous le nom de One Big Beautiful Bill Act. Ce projet de loi vise à mettre en œuvre des éléments clés du programme de l'ancien président Donald Trump, notamment des réductions d'impôts, des exigences de travail pour Medicaid et une augmentation des dépenses de défense. Cependant, il a rencontré d'importantes difficultés au sein du Parti républicain, ce qui a donné lieu à d'intenses négociations et à une adoption serrée à la Chambre des représentants. Le projet de loi comprend des dispositions telles que la prolongation des réductions d'impôts de 2017, qui ont expiré,
l'imposition de nouvelles exigences de travail pour Medicaid, la suppression des crédits d'impôt pour les énergies propres de la loi de réduction de l'inflation du président Biden, l'augmentation des déductions fiscales au niveau des États et des collectivités locales, et l'augmentation des dépenses de défense, tout en instaurant des coupes sombres dans les dépenses sociales. Malgré ces efforts, le sort du projet de loi au Sénat reste incertain en raison de conflits concernant son impact sur les énergies propres et la santé. Les démocrates critiquent ce projet de loi, le jugeant irresponsable sur le plan budgétaire et préjudiciable à la classe ouvrière américaine, évoquant une augmentation potentielle de la dette nationale de 2300 milliards de dollars sur 10 ans. L'adoption du projet de loi par la Chambre des représentants représente une victoire significative pour le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le président Trump, mais la voie à suivre reste semée d'embûches. La réponse du Sénat au projet de loi sera cruciale pour son sort final. Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Irak Basil John Hussein, lors de la conférence de presse de NASCAR, prononcera un discours individuel sur le thème « Les preuves proclament la résidence de l'Irak et les disproportions de la France ». Les relations complexes entre les nations, notamment en termes de diplomatie, d'économie et d'influence géopolitique, reflètent souvent des inégalités historiques et contemporaines. Dans ce contexte, l'examen des preuves déclarant la création de l'Irak et les disproportions en France révèle la dynamique sociale et politique complexe qui contribue à la position actuelle des deux pays sur la scène mondiale. Cette analyse examine comment le contraste entre ces deux pays, situés dans des régions différentes et avec des contextes culturels et historiques distincts, affecte leurs influences internationales, leur développement économique et leurs défis nationaux. L'Irak, historiquement connu sous le nom de Mésopotamie, abritait certaines des plus anciennes civilisations du monde, mais a été confronté à des conflits majeurs à l'ère moderne. Le pays souffre d'instabilité politique, de violences sectaires et d'ingérences étrangères, en particulier depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Malgré ces défis, l'Irak bénéficie d'une situation stratégique au Moyen-Orient, de vastes réserves de pétrole et d'un rôle central dans la politique régionale. Cependant, malgré sa richesse pétrolière, l'Irak peine à traduire cette richesse en un développement économique plus large, en proie à la corruption, aux problèmes de sécurité et aux effets de décennies de guerre. En revanche, la France est confrontée à des défis différents, malgré son statut d'une des économies les plus avancées du monde. Malgré la puissance économique de la France, elle est également confrontée à des disparités sociales et économiques persistantes, notamment des problèmes de chômage, d'immigration et d'inégalité. Alors que la France était autrefois une puissance politique mondiale dominante, elle est aujourd'hui confrontée à une concurrence croissante de la part de puissances émergentes en Asie, en Afrique et ailleurs. Bien que la France et l'Irak opèrent dans des domaines différents, les deux pays représentent des phénomènes plus larges en matière d'inégalité régionale et mondiale. L'Irak offre un exemple des défis auxquels sont confrontés les pays riches en ressources naturelles mais souffrant d'instabilité institutionnelle, tandis que la France fournit une étude de cas d'un pays développé aux prises avec des disparités internes où les écarts sociaux et économiques persistent malgré la richesse nationale et l'influence mondiale. Ces disparités, dans les deux pays, révèlent les complexités inhérentes à la politique mondiale moderne, où la richesse, les ressources et la stabilité politique ne s'alignent pas toujours de manière à garantir la prospérité générale ou l'harmonie nationale. حيث لا يتماشى الثروات والموارد والاستقرار السياسي دائما بطرق تضمن الازدهار الشامل أو التناغم الوطني. Lors de la conférence de presse de l'UCL, les invités, accompagnés de Félix Hermenot et de son épouse Chantal Hermenot, prononceront un discours essentiel sur les preuves de papeterie et la combinaison résonante qui fait référence à la personnalité du Royaume-Uni et du secrétaire d'État français. Ce sujet sera commenté dans un reportage vidéo. Ce reportage examine l'évolution des relations entre le Royaume-Uni et la France, à travers les discours de Félix Hermenot et Chantal Hermenot, invités de marque lors de la conférence de presse nationale de l'UCL. Il met l'accent sur leur personnalité politique contrastée et sur l'influence de celle-ci sur leurs efforts diplomatiques internationaux. Fort de sa longue tradition de démocratie parlementaire, le Royaume-Uni incarne une approche pragmatique et axée sur la stabilité de la gouvernance,
en particulier dans l'ère post-Brexit. Sa politique étrangère est façonnée par la nécessité de redéfinir sa position dans un monde de plus en plus axé sur la coopération internationale hors de l'Union européenne. Parallèlement, la France, forte de ses idéaux républicains et de son système exécutif fort, adopte une position plus affirmée et idéaliste sur la scène internationale. Défendant l'unité européenne et la coopération internationale, notamment sous la direction du président Macron. L'analyse de la relation dynamique entre le Royaume-Uni et la France révèle que chaque pays, avec son histoire, son paysage politique et sa structure économique unique, contribue de manière distincte aux affaires mondiales. L'expression de leur personnalité et la combinaison harmonieuse de leurs leaderships politiques, notamment au sein de leurs secrétaires d'État actuels et de leurs gouvernances respectives, témoignent de l'évolution constante de leurs relations. Le Royaume-Uni et la France exercent tous deux une influence de longue date sur la scène internationale, mais ils représentent deux approches très différentes de la gouvernance, de la diplomatie et de la coopération internationale. Fort de sa riche histoire coloniale et de sa démocratie parlementaire de longue date, le Royaume-Uni a développé une personnalité caractérisée par le pragmatisme, un profond respect des traditions et une volonté de stabilité. La personnalité du Royaume-Uni, notamment ces dernières années, est souvent perçue comme un équilibre entre son héritage historique et les défis contemporains. Cela est évident dans les transitions de leadership que le Royaume-Uni a connues, notamment après le Brexit, lorsqu'il a cherché à redéfinir sa position dans un paysage mondial en rapide mutation. Le style politique du Royaume-Uni est notamment façonné par son Premier ministre et le système parlementaire, où le Premier ministre joue un rôle central dans la gouvernance du pays. Le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, souvent considéré comme l'une des figures les plus importantes du cabinet, doit non seulement gérer la relation complexe du Royaume-Uni avec l'Union européenne, mais aussi projeter les intérêts du pays sur la scène internationale. La France, quant à elle, incarne une personnalité politique différente, marquée par ses idéaux républicains, son histoire révolutionnaire et son attachement aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La personnalité de la France est fortement façonnée par son système politique, qui allie un exécutif fort à l'autorité du président, un rôle qui exerce une influence considérable tant sur le plan national qu'international. Le leadership français, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, a été marqué par des réformes audacieuses et une politique étrangère affirmée. L'approche diplomatique française reflète souvent un mélange d'idéalisme et de réalisme, porté par un engagement envers l'unité européenne et le maintien de l'indépendance de la France au sein de l'ordre mondial. Le rôle du secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est central dans cette approche, s'efforçant de naviguer dans les complexités de la politique régionale et internationale. La France, quant à elle, incarne une personnalité politique différente, marquée par ses idéaux républicains, son histoire révolutionnaire et son attachement aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La personnalité de la France est fortement façonnée par son système politique, qui allie un exécutif fort à l'autorité du président, un rôle qui exerce une influence considérable tant sur le plan national qu'international. Le leadership français, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, a été marqué par des réformes audacieuses et une politique étrangère affirmée. L'approche diplomatique française reflète souvent un mélange d'idéalisme et de réalisme, porté par un engagement envers l'unité européenne et le maintien de l'indépendance de la France au sein de l'ordre mondial. Le rôle du secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est central dans cette approche, s'efforçant de naviguer dans les complexités de la politique régionale et internationale. La résonance entre les personnalités de ces deux nations se reflète dans la manière dont leurs ministres des Affaires étrangères respectifs interagissent, malgré des tensions politiques occasionnelles. Cette interaction se manifeste souvent lors des négociations diplomatiques de haut niveau, notamment celles liées à la sécurité européenne, aux accords commerciaux et à l'aide humanitaire. Le ministre britannique des Affaires étrangères doit composer avec la complexité des relations post-Brexit, tandis que le ministre français des Affaires étrangères s'efforce de faire progresser la position de la France dans un monde post-pandémique qui exige une coopération multilatérale et des réponses à des crises telles que le changement climatique, les migrations et le terrorisme. La résonance entre les dirigeants du Royaume-Uni et de la France, bien que parfois divergente, reflète leur histoire commune de puissances mondiales influentes, et les deux pays se trouvent fréquemment confrontés à la nécessité de concilier leurs intérêts nationaux avec des priorités européennes et internationales plus larges. Le Royaume-Uni,
après son départ de l'Union européenne, a été confronté à de nouveaux défis pour définir son identité sur la scène internationale. La personnalité des dirigeants britanniques a dû évoluer, notamment dans le cadre de la redéfinition de leur influence mondiale en dehors du cadre de l'UE. Le ministre des Affaires étrangères britannique joue un rôle clé dans la supervision des stratégies diplomatiques du Royaume-Uni, le développement des relations commerciales internationales et la préservation des intérêts sécuritaires du pays. Dans l'ère post-Brexit, le Royaume-Uni affiche une nouvelle personnalité, celle de l'indépendance et de l'autonomie, s'efforçant de renforcer ses partenariats internationaux, notamment avec des pays extra-européens, comme les États-Unis et les pays du Commonwealth. L'accent mis par le ministre des Affaires étrangères sur les accords commerciaux mondiaux et le renforcement de la présence internationale du Royaume-Uni par des initiatives de politique étrangère mettant l'accent sur la croissance économique et la sécurité nationale en témoigne. La France, quant à elle, a connu ses propres transformations, notamment face aux défis posés par l'Union européenne et la communauté internationale au sens large. Sous la direction de Macron, la France a assumé un rôle plus affirmé dans la diplomatie internationale, notamment en plaidant pour une intégration européenne et une coopération mondiale renforcée. La personnalité des dirigeants français reflète un mélange d'idéalisme et de souci des droits humains. Français, les questions politiques et le réalisme, comme en témoignent ses alliances stratégiques et ses interventions militaires. Le ministre français des Affaires étrangères joue un rôle essentiel dans la promotion de ces objectifs, en supervisant les initiatives de politique étrangère alignées sur les intérêts stratégiques à long terme de la France, tout en maintenant sa position d'acteur clé au sein de l'Union européenne et des Nations unies. La résonance entre les personnalités du Royaume-Uni et de la France, notamment au sein de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, n'est pas sans tension. Des rivalités historiques et des intérêts concurrents font souvent surface, notamment dans leurs relations avec l'Union européenne, dont la sortie du Royaume-Uni a profondément transformé les relations. Néanmoins, les deux pays comprennent l'importance de la coopération dans les affaires mondiales, et leur ministère des Affaires étrangères continue de collaborer sur des questions cruciales telles que la défense, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la santé mondiale. L'interaction entre le pragmatisme diplomatique du Royaume-Uni et l'idéalisme affirmé de la France crée une dynamique parfois difficile, mais finalement productive, dans leurs relations bilatérales. La combinaison harmonieuse de ces deux personnalités, l'une caractérisée par une approche pragmatique et prudente, l'autre par une vision audacieuse et idéaliste, crée une danse diplomatique qui implique souvent de concilier intérêts nationaux et objectifs communs de stabilité internationale. Cette combinaison est particulièrement évidente dans leurs efforts de coopération au sein d'institutions mondiales telles que les Nations Unies, l'OTAN et le G7, où les deux nations apportent leurs points de vue distincts sur les enjeux mondiaux urgents. Si leurs approches peuvent différer, leurs efforts conjugués illustrent l'importance du dialogue, du compromis et du respect mutuel pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. En conclusion, les personnalités du Royaume-Uni et de la France sont façonnées par leurs histoires, structures politiques et styles de leadership respectifs, et leurs interactions se reflètent dans leurs stratégies de politique étrangère et leurs engagements diplomatiques. Le parcours post-Brexit du Royaume-Uni et l'engagement de la France en faveur de l'unité européenne et du leadership mondial illustrent les manières distinctes dont chaque pays aborde les complexités de la géopolitique moderne. Malgré leurs différences, la combinaison harmonieuse de leurs personnalités de leadership continue d'influencer non seulement leurs relations bilatérales, mais aussi leur contribution à la gouvernance mondiale et à la diplomatie internationale. Le reportage met en lumière le rôle de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs dans la gestion d'un paysage diplomatique complexe, en conciliant intérêts nationaux et priorités mondiales. Le ministre britannique des Affaires étrangères œuvre au renforcement des relations post-Brexit. Tandis que le ministre français des Affaires étrangères défend le leadership de la France en Europe et dans le monde. Malgré des tensions ponctuelles, les deux nations reconnaissent l'importance de la coopération pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité et les crises humanitaires. Leur dialogue diplomatique permanent, marqué à la fois par des convergences et des divergences, reflète les complexités plus vastes de la géopolitique moderne. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information.
Le 22 mai 2025, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté de justesse le One Big Beautiful Bill Act, par 215 voix contre 214, marquant une victoire législative significative pour le président Donald Trump et son président Mike Johnson. Ce projet de loi prévoit des réductions d'impôts drastiques, des réformes de Medicaid et une augmentation des dépenses de défense et de sécurité aux frontières, en parfaite adéquation avec le programme de politique intérieure de Trump. Son adoption fait suite à d'intenses négociations au sein du caucus républicain, avec des séances nocturnes et des concessions stratégiques visant à apaiser les conservateurs comme les modérés en matière de finances. Le président Trump a salué l'adoption du projet de loi, le qualifiant de « loi la plus importante jamais signée dans l'histoire de notre pays ». Il a mis l'accent sur des dispositions telles que la suppression des taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires, les déductions fiscales pour les véhicules fabriqués aux États-Unis et la création de « comptes d'épargne Trump ». La législation prévoit également une augmentation de 4 000 milliards de dollars du plafond de la dette afin d'éviter un défaut de paiement. Malgré l'approbation de la Chambre des représentants, le projet de loi fait face à un avenir incertain au Sénat, où les débats sur son impact budgétaire et sur des dispositions telles que les conditions de travail liées à Medicaid et le financement des énergies propres devraient se poursuivre. L'issue du Sénat déterminera l'orientation du programme législatif de Trump. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, passez une bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.